2006, sachant que nous avons notre première exposition était d'ailleurs à la Villette Numérique 2002, une exposition sur des jouets et des jeux vidéo donc au musée des arts décoratifs en 2007. Vous savez que vous avez une autre exposition actuellement qui s'appelle Des jouets et des hommes, exposition qui se termine donc, notamment par au bout de quelques siècles d'exploration des jouets par du jeu vidéo et des jeux vidéo, bien sûr que, enfin en tout cas une partie de l'exposition qui est réalisée donc Gameosa.com. La Game Convention en 2017, je vous parlais d'un rayonnement un petit peu européen. Bon, là, nous étions en Allemagne pour, à l'époque, ce plus grand salon du jeu vidéo. Et nous étions présents, bien sûr, pour présenter nos travaux, notamment de préservation et revalorisation du patrimoine numérique. Et nous avons obtenu ici, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, un très très grand succès avec du Bomberman. Je vois que... Sega Museum 2009, donc nous sommes également assez connus de la majorité des éditeurs, constructeurs de jeux vidéo contemporains, anciens bien sûr qui ont disparu, mais également contemporains. Donc un rang de nos partenaires en particulier voilà, se trouve donc Sega France, qui réalise régulièrement avec nous des expositions pour mettre en avant tel ou tel produit. Et ici donc un Sega Museum, c'était à la Japan Expo, qui a suivi donc au Festival du jeu vidéo et également pour les 20 ans de Sonic. Festival du jeu vidéo 2009, donc c'était ici une rencontre très intéressante pour nous, puisque vous voyez sur l'image que c'est notre cher ministre de la Culture, monsieur Frédéric Mitterrand, qui nous rendait visite et nous rendait hommage. Donc monsieur Mitterrand que nous avons rencontré donc, à cette occasion et qui, depuis, en fait, avec lequel, en tout cas son ministère, nous avons dressé des liens, et ce qui nous a permis de créer, bien évidemment, vous en doutez, Game Story. Une autre initiative très intéressante avec une commune, ici le Conseil général du 93, Cité les sciences et l'industrie, avec lequel nous avons un partenariat qui perdure depuis donc, 2002, à peu près une dizaine d'années. Ici une frise historique sur la représentation de la science-fiction en tant que thème dans l'histoire des jeux vidéo. Donc si vous voyez un petit peu l'image, vous avez le premier Space Invaders avec des gros pixels, et ça s'affine au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et bien évidemment, vous voyez des manettes, parce que le leitmotiv de l'association, c'est bien évidemment faire découvrir le jeu vidéo par le jeu vidéo, et donc rendre jouable le jeu vidéo ancien. Museo Games 2010-2011, donc c'était finalement un petit peu les prémices de Game Story. C'était la première fois finalement que le jeu vidéo en France rentrait dans un musée national, et c'était notamment grâce à nous. C'est une exposition qui a vraiment très très bien marché, et finalement Game Story est quelque part la deuxième étape de construction du projet global de l'association en tant que valorisation d'un espace permanent, ce que nous appelons de nos voeux pour créer un musée national. Et bien Museum Games voilà, a été la première étape franchie par rapport à ce travail. Et puis Game Story, donc, que vous avez certainement déjà eu l'occasion de visiter, ou j'espère vous visiterez, qui est voilà, le fruit de l'accompagnement, cette fois-ci, des plus hautes institutions culturelles et événementielles françaises. Je parle ici de la réunion du Musée national Grand Palais et du ministère de la Culture. Donc commençons notre conférence en tout cas, sur le thème de l'histoire du jeu vidéo avec la préhistoire du jeu vidéo. Donc il faut savoir que les jeux vidéo à la base sont nés en fait de l'ingénierie informatique qui dans les années 50 produisait des ordinateurs qui prenaient la moitié d'un terrain de football, notamment peut-être le nom de l'ENIAC peut-être vous signifie quelque chose, c'était un des premiers ordinateurs électroniques du monde en 1947. Et cet ordinateur, donc, qui occupait réellement la moitié d'un terrain de football, hein, c'est absolument gigantesque, avait été créé pour calculer les trajectoires des missiles balistiques des missiles américains. Voilà. Il fallait bien sûr des crédits monstrueux pour développer l'informatique à l'époque, et notamment les crédits de l'armée. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'aux commandes, quelque part, de ces ordinateurs, certes ancestraux, mais qui étaient déjà capables de certaines prouesses, en tout cas de calculer des choses, ils avaient été conçus pour, eh bien, certains ingénieurs, finalement, s'embêtaient un petit peu à leurs commandes et ont commencé à dériver l'outil informatique et à programmer dessus des programmes, en fait, de loisirs qui allaient donner naissance aux jeux vidéo derrière. Oups, excusez-moi, je reviens dessus sur l'image, voilà. 1958, donc vous voyez, on est à peine quelques années après donc, la naissance de l'ENIAC. Eh bien, M. William Ingimbotham, qui travaille dans un laboratoire donc, américain, eh bien, son directeur vient le voir et lui dit écoute, on a un ordinateur analogique qui a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars, excusez-moi bien sûr. On a un dispositif d'affichage que vous voyez ici d'ailleurs, qui est en fait un oscilloscope, hein, parce que la télé n'existait pas, il fallait tout inventer encore. Et en fait, il donna pour mission à M. Ingimbotham, en 1958, de créer une espèce d'attraction, puisque c'était en fait à l'occasion d'une journée porte ouverte dans le laboratoire, pour faire quelque chose d'intéressant pour le grand public, de compréhensible, autour de l'outil de l'ordinateur qu'il avait entre les mains. Et donc il donna naissance au premier jeu vidéo
qui s'appelle donc Tennis for Two et qui finalement donnera exemple pour beaucoup, en tout cas dans les années à venir, à beaucoup de jeux, puisque c'est l'ancêtre quelque part de Pong. Donc voici une vidéo refaite, c'est dans les années 2000, c'est pas une vidéo qui date de 1958. Elle a été refaite en fait à l'occasion de l'anniversaire de ce montage, donc de Tennis for Two. Le laboratoire en question ont recréé de toutes pièces l'ordinateur de 1958 et donc ont pu permettre au public de jouer au jeu tel qu'il existait en 1958. Donc vous voyez des espèces de manettes d'interface parce qu'à l'époque rien n'existait, le jeu vidéo n'existait même pas, on ne parlait même pas encore de jeu vidéo d'ailleurs, on parlait juste d'une expérience ludique autour de l'ordinateur. Et ce qui est intéressant par rapport à Pong, comme vous le voyez, c'est que le jeu de tennis est figuré de côté en fait, au contraire de Pong qui est vu de haut. Autre expérimentation, puisqu'on est toujours dans l'ordre d'expérimentation, il faut bien sûr affiner les outils informatiques et les ordinateurs pour les rendre notamment moins coûteux, afin que de plus en plus de personnes, notamment des étudiants et des chercheurs, puissent se les approprier et puissent commencer à appréhender qu'est-ce qu'on peut bien programmer sur ces bêtes-là. 1962, dans un autre laboratoire, donc vous avez 3 étudiants qui en fait se regroupent autour d'un ordinateur, d'un mini-ordinateur, qui s'appelle donc un PDP-1, qui est né donc en 1961. Et l'avantage du PDP-1, c'est que comparativement à l'ENIAC qui coûtait plusieurs millions ou voire milliards de dollars, eh bien le PDP-1 il coûte que 50 000 $. À l'époque, c'est vraiment que dalle. Et donc les laboratoires, notamment américains, puis même certainement européens, commencent à s'équiper de cet ordinateur, de ce mini-ordinateur, pour permettre à leurs étudiants, élèves ingénieurs, d'appréhender l'outil informatique et de commencer à programmer. Et nos 3 compères, notamment M. Steve Russell, eh bien, ils se regroupent en fait autour d'une idée, puisqu'il y avait un des étudiants qui avait mis au point en fait un programme de simulation de planètes, c'est-à-dire ça affiche des planètes et puis il y a une force de gravitation, et si vous mettez un objet près de la planète, il est aspiré comme l'est par rapport au Soleil. Et puis un autre programme qui était lui une simulation de déplacement de vaisseaux spatiaux, vraiment avec beaucoup de guillemets. Et finalement, en mettant ces 2 programmes ensemble, eh bien, ils vont donner naissance à Spacewar. Spacewar qui va servir d'exemple, une nouvelle fois, à l'industrie du jeu vidéo un petit peu plus tard. Donc Spacewar en 1962, ça donne ça. Donc voici de nouveau une reconstruction, on est de nouveau dans les années 2000. Donc les ingénieurs du laboratoire ont remis la main sur un PDP-1 en tas de fonctionnement et ils font tourner le programme initial pour montrer au public à quoi ressemblait Spacewar en 1962. Donc vous avez 2 vaisseaux qui sont plus ou moins issus finalement de Star Trek, qui sont en train de se battre autour d'un soleil central, vous voyez une espèce de tache lumineuse. Et si les vaisseaux passent à proximité de l'étoile, ils sont aspirés. Donc c'est une espèce de jeu de combat qu'on va retrouver notamment sur console Vectrex, pour ceux qui connaissent la machine, sous un jeu qui s'appelle Spacewar, voilà, qui est exactement la copie de celui-ci. Voici un agrandi de à quoi ressemblaient les vaisseaux spatiaux dans Spacewar. Et puis en 1971, donc, parmi les étudiants du fameux laboratoire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nolan Bushnell, qui allait devenir célèbre plus tard pour créer notamment la firme Atari. Et qui lui, en fait, en voyant Spacewar, s'est dit il y a quelque chose, il faut essayer de commercialiser le concept, il faut essayer de commercialiser le jeu vidéo. Et donc il se rapproche d'une société qui s'appelle Nothing Associates, je le prononce très mal, et il va donc créer avec eux la première borne d'arcade qui s'appelle Computer Space. Mais le problème de Nolan Bushnell, c'est lorsqu'il crée Computer Space, c'est qu'il voulait faire bien sûr l'équivalent de Spacewar jouable, mais comme je l'ai dit, un PDP-1, ça coûte 50 000 $. 50 000 $ à mettre dans une borne grand public où la partie ne va coûter que peut-être quelques cents, c'est pas possible. Le retour sur investissement est nul et catastrophique. Donc en fait, il va, avec l'aide de quelques amis ingénieurs, en fait, il va simplifier le jeu, mais pas de manière suffisante. Voici donc à quoi ressemble Computer Space. C'est ici un extrait vidéo du film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Soleil vert. Voilà, donc elle est très très contente. Et je ne sais pas si vous avez vu l'écran de la borne, en fait, ça ressemble un tout petit peu encore peut-être au jeu Spacewar parce qu'il y a un fond étoilé, mais le jeu a été vraiment simplifié, mais finalement pas assez encore. Comme on est encore aux prémices du jeu vidéo grand public, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un jeu vidéo, que ça existe, lorsqu'ils approchent de la borne Computer Space, eh bien, cette borne-là est encore trop compliquée, trop complexe, il y a trop de boutons. Les gens ne comprennent pas déjà de quoi on parle, parce que c'est des vaisseaux spatiaux qui se baladent dans l'espace, et des aliens, etc. Donc, bon, à moins d'être un féru de science-fiction à l'époque, ça n'accroche pas vraiment. Et qui plus est, comme on le voit plus ou moins déjà sur l'image,
Voilà, sur le panneau de contrôle que vous avez ici, vous avez plein de petits boutons. Il faut appuyer à droite, à gauche, etc. Et les gens sont perdus. Et finalement, la borne ne fonctionnera pas, enfin, ne rencontrera pas le succès. 1972, donc on va commencer réellement à approcher des concepts de jeux vidéo réellement accès domestique grand public. C'est-à-dire qu'on va... C'est fini les expérimentations scientifiques créées par les ingénieurs. Là, on a réellement des gens qui s'intéressent à l'aspect grand public et vont donner naissance à des jeux vidéo beaucoup plus simples que vont pouvoir appréhender le grand public, et notamment le fameux Pong. Donc, en 1966, pendant que des ingénieurs jouaient à essayer de créer Computer Space, eh bien, il y a un cher monsieur, donc un Américain, qui s'appelle Ralph Baer, qui est né donc en 1922, qui est toujours parmi nous, qui lui en fait avait inventé dès la fin des années 50 en fait une espèce de dispositif, de boîtier que vous reliez à votre télévision familiale par la prise antenne, qui envoie un signal, et en fait avec une espèce de boîtier également relié à cette console, c'était déjà une console, eh bien vous manipulez l'objet qui apparaît sur votre téléviseur. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ici, pour la première fois, on commençait à parler réellement de video games, au contraire de computer games, puisque finalement les premières expérimentations que l'on a vues avec notamment Tennis for Two, etc., étaient liées à de l'informatique, et donc plutôt à l'ordinateur et donc computer. Ici, Ralph Baer, son dispositif, sa console de jeu, qu'il appelle donc la Brown Box en 1966, et qui va essayer de vendre à plusieurs compagnies d'audiovisuels américaines jusqu'à 1972, eh bien, c'est une console qui n'utilise pas de composants informatiques, et qui utilise des composants électroniques dits classiques, des transistors, des condensateurs, etc. Et l'intérêt, c'est que cette machine qui se connecte sur votre téléviseur, elle envoie réellement un signal vidéo, d'où Video Games. Donc la Maniavox Odyssey, elle naît en 1972 lorsque, au fil de ses recherches, M. Ralph Baer réussit à convaincre le constructeur américain qui s'appelle Maniavox pour sortir donc l'Odyssey. L'Odyssey, c'est donc la première console de jeu familiale du monde, qui sortira donc en 1972, qui sera vendue à environ 100 000 exemplaires, c'est pas beaucoup. Et il faut bien voir qu'à l'époque, on est toujours en train finalement d'inventer la communication qu'on va bien pouvoir faire au grand public pour leur expliquer ce qu'est le jeu vidéo et pourquoi c'est bien le jeu vidéo. Ça paraît bête maintenant, mais à l'époque, il fallait réellement tout inventer. Et le problème de la Maniavox Odyssey, c'est qu'elle porte le nom de son constructeur, Maniavox. Et lorsque les gens, les Américains en l'occurrence, puisque la machine s'est très peu exportée ailleurs qu'aux États-Unis, ils voyaient l'Odyssée, ils pouvaient se dire éventuellement, tiens, ça a l'air intéressant, ça s'appelle un jeu vidéo, waouh, qu'est-ce que c'est? Mais en voyant que c'était Maniavox, ils pensaient que c'était un accessoire pour téléviseur Maniavox. Ils n'avaient pas le réflexe d'imaginer que ça pouvait se connecter à tous les téléviseurs du monde, parce que réellement, de par le concept de M. Ralph Baer, ça avait été créé pour. Donc voici une publicité de l'époque. Voilà. Ce qui est intéressant, vous l'avez noté, c'est qu'on insère des cartouches dans la Maniavox Odyssey. C'est quelque chose que bien sûr on va connaître de manière beaucoup plus répandue avec les prochaines générations de consoles. Ce qui est intéressant aussi de noter, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait la personne a placé une espèce de filtre sur le téléviseur. Si vous êtes allé dans Game Story, vous les avez vus, ces fameux filtres. La console est tellement ancestrale, et comme elle n'utilise pas encore de processeur graphique ou d'éléments, on va dire, modernes dans une console de maintenant, elle est juste capable d'afficher des spots lumineux sur votre téléviseur. Et donc pour figurer des terrains de jeu ou quoi que ce soit, eh bien vous êtes obligé de prendre un calque qui représente une espèce de, comme un terrain de basket par exemple, et de le coller sur votre télévision. 1972, je vous ai parlé de Nolan Bushnell, qui avait essayé de commercialiser sa borne Computer Space, puis qui s'était heurté finalement à l'aspect un petit peu trop encore ingénieur de cette borne d'arcade, et finalement qui, par rapport à cette expérience, voulait réellement simplifier le jeu vidéo pour le rendre accessible à tout le monde, et notamment au grand public. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Maniavox Odyssey était sortie, et dans la Maniavox Odyssey, je suis pas sûr, je crois qu'on l'a vu même, il y a un jeu de tennis. On l'a vu vite fait dans la publicité, c'est-à-dire que vous avez deux raquettes qui vont se renvoyer en spot lumineux. C'est le jeu de tennis intégré dans la console Maniavox Odyssey. Et en fait, au cours d'une présentation à Los Angeles, Monsieur Nolan Bushnell donc, voit ce jeu de tennis sur la Maniavox Odyssey et se dit « Bingo !» C'est ça en fait. Le jeu est tellement simple que le grand public va comprendre immédiatement à quoi on fait référence. On ne parle pas d'univers de science-fiction et des vaisseaux spatiaux qui gravitent autour du Soleil, etc., etc. On parle de joueurs de tennis, tout le monde presque connaît le tennis, déjà en 1972, il ne faut pas exagérer. Et donc, il s'est dit, voilà, le jeu à commercialiser, c'est ce jeu de tennis, et bien sûr, il va le renommer
au passage, il va le renommer Pong. Et donc, vers 1972, vers la fin des années 72, hein, donc, avec ses ingénieurs, il crée donc la première borne d'arcade Pong. Et puis, pour être certain que son concept est valide, ils prennent la borne Pong, ils vont la déposer dans un bar de Simi Valley. Et en disant au gérant, bah, écoute, c'est bien simple, nous on a créé ce dispositif qui va permettre certainement de gagner de l'argent, on espère que ça va marcher, voilà, mets-le à disposition des gens, on va voir ce qui se passe. Et le soir même, en fait, on ne sait pas trop si c'est une légende urbaine ou si c'est réellement un fait rapporté, en tout cas c'est très intéressant. Le soir même, en fait, le gérant du bar rappelle Nolan Bushnell et ses ingénieurs en leur disant, je suis désolé, notre borne Atari Pong, elle est tombée en panne. Ah, c'est dommage au bout de la première journée d'exploitation. Et en fait, donc, les ingénieurs se pointent sur place, et puis pour découvrir que finalement c'est le trop-plein de pièces dans le monnayeur qui avait bloqué la borne, et les gens ne pouvaient plus mettre de crédit pour lancer une partie. Voilà. Et ça, c'est... Je ne sais pas si c'est exactement la vérité, en tout cas, c'est un fait qui est intéressant et agréable à l'oreille, mais surtout qui est porteur finalement de tout le succès que va remporter Atari, puisqu'il va vendre dans les 6 mois ou 1 an à venir l'équivalent de 8000 bornes Atari Pong. Et donc Atari va réellement démarrer sur le chapeau de roue et va devenir très rapidement une des sociétés de jeux vidéo les plus puissantes du monde. Donc voici une capture entre guillemets du jeu Pong. Donc il est jouable dans Game Story. Vous avez, si vous êtes allé dans l'exposition, vous avez déjà dû voir d'ailleurs qu'il y a la véritable borne Atari Pong, la même que vous aviez ici en photo, qui elle n'est pas jouable parce que bien évidemment c'est un dispositif ancien et il faut le préserver comme si c'était une œuvre d'art. Elle fait notamment partie des musées. Et puis, bien évidemment, porté par ce grand succès qui était la borne Atari Pong, comme je vous ai dit, ça allait fabriquer 8000, ce qui a permis à Atari d'avoir un chiffre d'affaires qui a démarré en trombe. Eh bien, la volonté de Nolan Bushnell n'était pas encore accomplie, parce que lui, il voulait réellement que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo, et notamment à Pong. Et bien évidemment, la prochaine étape par rapport à ça, c'était miniaturiser la borne Pong pour en faire une console familiale, tout comme la Magnavox Odyssey, donc quelque part, il n'y a pas tant d'inventivité, mais bon. La miniaturiser sous la forme d'une console de jeu et donc vendre dès Noël 1975 sous le nom d'une autre marque pour des raisons de copyright et puis 1967 pour la marque Atari, la borne, enfin la console que vous avez ici, l'Atari Pong, Super Pong en l'occurrence, et qui allait réellement cartonner, qui allait se vendre ici à plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers. Donc le jeu sur l'Atari Pong, la console en tout cas est légèrement différent par rapport à la borne d'arcade, là aussi parce que réellement simplifier la borne d'arcade, ou en tout cas la réduire, ça leur avait coûté beaucoup d'argent. Donc en fait, à l'époque, ils avaient dressé une espèce de partenariat avec un constructeur de puces électroniques qui réussit donc à faire une émulation déjà de Pong sous la forme d'un composant très simple. Voilà. Et comme vous l'avez vu certainement dans Game Story, c'est que comme on est au démarrage encore de l'industrie du jeu vidéo, Atari fait partie des premières industries, Magnavox l'avait précédé de quelques années à peine, eh bien, les ingénieurs, et notamment Nolan Bushnell, n'avaient pas pensé à déposer le brevet de Pong. Ça paraît bizarre maintenant, mais à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça explique que dans Game Story, on a mis justement à l'entrée de l'exposition toute une panoplie en fait, de clones de Pong. Ça s'appelle comme ça, officiellement. Ce sont en fait des constructeurs asiatiques, majoritairement même des Français, on peut parler de SED, avec la Téléscore, qui ont employé en fait le même composant électronique pour faire des consoles Pong à leur tour. Et essayer finalement de se faire de l'argent. 1976-1985, là, on va réellement rentrer dans ce que j'appelle la soupe primitive des jeux vidéo, parce que c'est dans cette période-là qu'on va voir naître les plus grandes catégories de jeux vidéo qu'on connaisse encore de nos jours, lorsque je parle de jeux d'aventure, de jeux de plateforme, de jeux de type FPS, c'est un petit peu exagéré quand même pour l'époque, mais en tout cas beaucoup de catégories de jeux auxquelles on joue encore de nos jours vont être créées dans cette période-là, et cette période-là, elle est portée notamment par des consoles dites 8 bits. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité bit? En fait, en informatique, les composants informatiques, puisque je vous dis tout à l'heure que le jeu vidéo provenait notamment de l'outil informatique, eh bien, en exploitant des composants informatiques, et notamment le microprocesseur qui est né en même temps que la Magnavox Odyssey en 1972, eh bien, les constructeurs de consoles de jeux vont utiliser ces composants, donc dites de génération 8 bits, et vont donner naissance aux premières consoles dites 8 bits. La première console 8 bits, donc c'est pas comme peut-être beaucoup la connaîtront ou la reconnaîtront, l'Atari VCL 2600, c'est la Fairchild Channel F. La Channel F est arrivée en 1976, donc c'est quasiment en même temps que la console Pong Atari, et finalement c'est la première console à afficher, donc à utiliser déjà un microprocesseur, un processeur graphique, et finalement
on peut dire que depuis 1976, entre guillemets, l'architecture de fonctionnement interne des consoles de jeux n'a pas changé. Aussi bien dans les consoles de maintenant que dans la Fairchild Channel F, vous avez un processeur central, vous avez un processeur graphique, vous avez un processeur sonore, de la mémoire, et tout cela travaille ensemble pour donner naissance à des jeux vidéo. Votre PS3 ou Xbox 360 fonctionne exactement sur le même principe. Donc il n'y a pas eu réellement de révolution par rapport à cela. L'autre intérêt de la Fairchild Channel F, c'est qu'elle utilise également des cartouches, on le voit ici un petit peu sur l'image, qui sont également des cartouches avec des programmes enregistrés, chose qui n'était pas réellement le cas avec la Magnavox Odyssey, du fait qu'elle utilisait non pas des microprocesseurs mais des composants électroniques. Et ces programmes-là, ce format de cartouche de jeu, on va le retrouver bien évidemment sur l'Atari 2600, sur toutes les consoles 8 bits, 16 bits et peut-être même 32 à venir. Juste une petite aparté sur la manette de la Fairchild Channel F qui est très intéressante à manier puisque il n'y a pas réellement de bouton, vous avez juste des espèces de boutons poussoirs et en fait vous avez 4 axes. Vous pouvez orienter le bouton poussoir que vous voyez ici avec la marque R à droite, à gauche, etc. en profondeur, enfin c'est n'importe quoi. Juste pour signaler que en fait à l'époque la manette de jeu n'existait pas encore, il fallait encore tout inventer, il fallait inventer les premiers standards qui allaient permettre au grand public d'expérimenter le jeu vidéo. Donc voici un jeu sur la Fairchild Channel F. C'est un simulateur de vol spatial. Voilà. Donc vous avez une purée d'étoiles, comme on dit dans Star Trek, ou Star Wars, non c'est Star Trek. Et un petit laser, vous avez des ennemis qui vont se balader. Donc c'est extrêmement sommaire, bien évidemment. Là, la résolution graphique est absolument cataclysmique. Mais finalement, c'est quand même un jeu que l'on retrouvera notamment réadapté de très nombreuses fois. En tout cas, le type de jeu, le simulateur de vol spatial, on est quand même en 1980. Donc tous les simulateurs de vol spatiaux à la mode Star Wars, etc., que l'on voit arriver derrière, lui doivent déjà pas mal. Et puis ici, un clone de jeu que vous connaissez certainement déjà, sur une autre, soit en arcade, soit sur Atari 2600. Il s'agit bien évidemment d'un clone de Space Invaders. Donc cette fois-ci, encore une fois, sur la Fairchild Channel F. Donc c'est-à-dire qu'elle a vécu quand même une certaine carrière, cette console de jeu, mais il faut bien voir qu'elle a totalement été éclipsée par le succès, bien évidemment, de l'Atari VCS 2600. L'Atari VCS 2600, c'est une console qui est à l'époque performante, bien évidemment. Tout le monde, enfin, les constructeurs de consoles de jeu commencent déjà à faire jouer la concurrence et à vouloir sortir les matériels les plus performants possibles sur le marché. Et finalement, on doit à l'Atari VCS 2600 réellement le lancement du marché domestique des jeux vidéo dans le monde. Et j'appuie bien sur la dénomination dans le monde, puisque autant la Fairchild ou la Magnavox Odyssey s'était vendue quasi exclusivement aux États-Unis, autant l'Atari VCS 2600 va être vendu jusqu'aux années 90, partout en Europe et dans le monde. Donc c'est une console de jeu qui s'est vendue à plusieurs, c'est marqué ici 25 millions d'unités vendues partout dans le monde, c'est absolument considérable, et c'est par rapport encore une fois au succès de la borne Pong, quelque chose qui va propulser Atari comme étant une des sociétés les plus puissantes du monde dans le monde des jeux vidéo au début des années 80. Donc voici une adaptation de borne d'arcade qui s'appelle Phoenix. C'est mon premier jeu vidéo auquel j'ai joué de ma vie. Donc c'est vraiment l'adaptation fidèle. Il faut savoir qu'à l'époque, on a vu notamment Computer Space qui était une borne d'arcade, c'est un petit peu fort. Et les bornes d'arcade ont toujours représenté, puisqu'elles coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars lorsque les bars pouvaient les louer ou les acheter, elles représentaient toujours finalement ce qu'on faisait de mieux en termes de composants informatiques et donc de plus grande capacité graphique et sonore. Et donc les constructeurs de consoles de jeux, finalement, n'avaient qu'une hâte, c'est d'adapter les hits en borne d'arcade pour les rendre jouables sur leur console de jeu. C'est le cas de Phoenix. Une adaptation, donc là encore une fois, d'une borne d'arcade qui rencontrera un très grand succès. Donc c'est pas le premier Pac-Man, c'est Miss Pac-Man, donc dérivé du premier Pac-Man. Pourquoi Miss Pac-Man ici? Parce que le premier Pac-Man sur la 2600 a été fait à la hâte et il est simplement immonde. Voilà. Ici la Miss Pac-Man ressemble réellement à l'arcade et il est très très propre. Et les différences entre la borne d'arcade et la console de jeu sont vraiment très très minimes. Un autre jeu qui là aussi vient du monde de l'arcade, ici les pole position, donc de l'éditeur Namco, qui est un simulateur de conduite sportive, voilà, dans lequel vous avez votre piste qui défile, votre véhicule représenté sous la forme de quelques pixels. Bien évidemment, les consoles de l'époque n'ont pas les capacités réellement d'afficher des graphismes réellement évocateurs. Donc pour pallier à ces défauts, en fait, c'est ce qu'on a figuré notamment dans Game Story,
les éditeurs de jeux vidéo de l'époque en fait figuraient des pochettes de jeux qui étaient absolument mirobolantes, dans lesquelles on voyait des voitures magnifiques, étincelantes, des carrosseries splendides sur une piste fonçant à 300 km/h. La réalité était un petit peu tout autre face à l'écran, mais malgré tout, voilà, vous aviez votre simulateur de conduite. 1977, c'est une année qui est très importante également parce que c'est la naissance de la micro-informatique familiale, grâce encore une fois d'ailleurs au microprocesseur qui est né dans les années 72 et qui, se démocratisant, voit ses prix de revient d'achat en tout cas beaucoup diminuer, et donc les constructeurs d'informatique s'accaparent le microprocesseur et vont sortir donc des micro-ordinateurs. L'Apple II, donc un certain ensemble de micro-ordinateurs sortent aux États-Unis dès 1977, et l'Apple II donc, fait partie des plus grands succès qui vont notamment propulser la firme Apple, grâce à cette machine qui était à l'époque très performante et permettait, notamment grâce à l'usage ici de double lecteur de disquette que vous voyez ici, et ça c'était une nouveauté à l'époque, de sauvegarder ses données personnelles. Donc ça c'était très intéressant parce que les gens qui avaient accès donc à ce micro-ordinateur, mais qui coûtait quand même très cher, il coûtait l'équivalent de 10 000 $, pouvaient programmer grâce au langage basique intégré des jeux vidéo et les sauvegarder sur le lecteur de disquette et voir les échanger avec d'autres personnes. Et vous verrez derrière que ça aura une très très grande influence sur le développement des jeux vidéo. Donc voici un jeu, alors vous connaissez certainement beaucoup, ou déjà très bien, Final Fantasy. Voilà, je pense que c'est assez évocateur. Et bien voici son vénérable ancêtre, qui s'appelle Ultima, donc qui est sorti en 81 sur Apple II. C'est un jeu en type de RPG, voilà, dans lequel vous voyez la personne est en train de choisir son personnage, ses caractéristiques principales, la force, l'agilité, stamina, le charisme, la magie, l'intelligence, tout ça, etc. Le type, la race, bon bref, on va tous les faire. Et vous allez voir, dès qu'il va commencer à jouer, vous allez être quasiment en terrain connu. Ben voilà. Donc vous avez votre avatar qui se déplace sur la carte, il va rentrer dans une ville. Voilà, voici une ville, il va rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la ville? Ça charge. Eh bien, on retrouve l'armurerie, on retrouve des PNJ, on retrouve tout. En fait, dès 1981, vous aviez un jeu qui était merveilleusement complet. Et on peut dire que l'industrie du jeu vidéo a mis des années et des années et des années à essayer de faire mieux avant d'y arriver réellement. Un autre grand classique qui a connu ses heures de gloire, notamment sur Apple II, qui sera adapté plus tard sur console de jeu, donc c'est Lode Runner. Lode Runner qui est donc un hommage au film Blade Runner, pour ceux qui le connaissent. Vous avez en fait votre personnage qui est ici poursuivi par les Replicants, voilà, et qui doit récupérer des trésors, des bonus, etc. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, comme je vous ai montré tout à l'heure qu'à l'Apple II était livré, ou en tout cas on pouvait l'acheter avec des lecteurs de disquettes qui permettaient d'enregistrer des données, chose qui était impossible avec une console de jeu, et bien pour la première fois de l'histoire, Lode Runner était un jeu vidéo qui était livré avec un éditeur de niveau. Donc si vous connaissez Little Big Planet, et voilà, vous avez ici son vénérable ancêtre, vous pouviez éditer vos niveaux, les sauvegarder sur disquette et les échanger avec vos collègues. Bon, bien sûr, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et puis, dernière adaptation, cette fois-ci très tardive, 1977-1989, eh bien, nous avons ici Prince of Persia, donc, qui est un jeu qui exploite vraiment au maximum les possibilités graphiques et sonores de l'Apple II. Et qui donne ce jeu très intéressant puisque c'était la première fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'on avait un jeu dans lequel on pouvait en fait voir réellement un personnage, un avatar, qui figurait des mouvements, on va dire, réalistes. Et en fait, pourquoi? Parce que son créateur, donc c'est Jordan Mechner, il a eu l'idée lorsqu'il a eu en tête de faire d'abord Karateka, que vous connaissez peut-être, puis Prince of Persia, qui a beaucoup mieux marché. En fait, il s'est dit, pour rendre mon personnage de jeu vidéo le plus vivant possible, eh bien, il doit notamment ramasser une épée, et puis il doit se battre avec des méchants. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon frère de se mettre en face de moi. J'ai dit, écoute, ramasse ce bâton, et puis fais semblant de donner un coup d'épée dans le vide. Donc son frère s'exécute, il prend des photos, et en fait, il décompose l'image ainsi de son frère qu'il a photographié, et pour refaire le personnage, les sprites, les lutins graphiques en français, les personnages du jeu de Prince of Persia. Et c'est ce qui donne cet aspect finalement, pour la première fois de l'époque, en tout cas dans le jeu vidéo, photoréaliste, où quand votre personnage saute, on n'a pas l'impression qu'il fait tout n'importe quoi, de même que lorsqu'il va se battre avec des méchants, eh bien, on est quelque part à l'heure du jeu vidéo photoréaliste. Voilà. Donc c'était grâce à voici la fameuse épée. C'était grâce à cela, grâce à une espèce de rotoscopie avant l'heure, que Jordan Mechner créera ce jeu qui sera adapté après sur beaucoup de consoles de jeux. Et puis bien sûr qui continue de vivre en tant que
de saga et qui a été adapté, comme vous le savez certainement, au cinéma. Une petite aparté en 1979 avec la matérielle télévision, on a vu qu'on était dans la catégorie des consoles dites 8 bits, puisqu'employant des processeurs, des microprocesseurs ou des processeurs graphiques de catégorie 8 bits, eh bien la matérielle télévision a pour elle d'être la première console de jeu 16 bits. Si je dis 16 bits, ça sonne peut-être à l'oreille pour certains comme Mega Drive ou Super Nintendo. Et bien voilà, la matérielle télévision était la première d'entre elles en 1979. Bien évidemment, elle n'a absolument rien à voir en termes de puissance par rapport à une Mega Drive ou une Super Nintendo. Donc à l'époque, ça donnait ça. Des graphismes extrêmement sommaires, à peine supérieurs à l'Atari VCS 2600. Et voici en tout cas un jeu intéressant, puisqu'adapté de licence, donc des jeux de plateau, Advanced de Donjons et Dragons. Donc vous avez votre personnage qui se déplace dans le labyrinthe. Et mine de rien, vous voyez que le décor s'affiche petit à petit. C'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard le brouillard de guerre. Et ça, c'était la première fois que ça apparaissait dans un jeu vidéo. La Philips Videopack, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, donc le Maniavox, donc avec l'Odyssée, avait sorti donc cette première console de jeu familial du monde, et puis bien évidemment avait voulu améliorer son idée, sa console, et sortira donc en 1978 l'Odyssée 2, qui ressemble en fait très pour trait à la Philips Videopack, puisque Philips, se lançant à la concurrence à la suite du succès de l'Atari VCS 2600, va racheter la licence de l'Odyssée 2 et va sortir donc une console à lui, qui rappelle au passage Videopack. Et l'intérêt de cette machine assez intéressante, qui est d'ailleurs jouable également bien sûr à Game Story, c'est qu'elle dispose d'un clavier. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé de micro-informatique avec l'Apple II sur lequel vous pouvez programmer en basique des jeux vidéo. Et Philips avait déjà bien compris l'intérêt de la chose, puisqu'il avait nanti la Philips Videopack d'un clavier et d'une cartouche qui permettait de programmer en basique. Donc faut pas se leurrer, entre une machine à 1500 francs ou un micro-ordinateur complet à 15 000 francs avec des lecteurs disquettes, la puissance n'était pas la même. Donc, bien évidemment, le basique en question était juste en leurre. Mais l'initiative était assez intéressante. Donc, c'est une console qui a pas trop mal marché en Europe et surtout qui disposait pas mal de jeux jouables à 2 joueurs. Nous avons mis d'ailleurs le jeu Duel jouable à Game Story, qui est un jeu très drôle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer, puisque vous tirez en fait dans la patte de votre copain, puis les balles rebondissent sur le décor. C'est extrêmement drôle. Et là, vous avez Guerre Laser, donc ça c'est un super titre de jeu vidéo, Guerre Laser. Voilà. Et en fait, le concept est assez intéressant. Et je serai un éditeur de jeux sur smartphone. En fait, je le ressortirai maintenant, puisqu'en fait, lorsque les joueurs tirent sur les astéroïdes, ils changent de couleur. Et lorsque l'astéroïde est la même couleur que vous, vous pouvez vous planquer dedans jusqu'à ce qu'il y ait un ennemi qui arrive ou le mec en face. Et vous ressortez à ce moment-là. C'est génial. Voilà aussi le fameux duel donc, qui est présenté jouable dans Game Story. Donc nos deux cow-boys façon western spaghetti qui vont se tirer entre eux et faire rebondir les balles par ricochet sur... on a un peu de mal, mais ce sont en fait des arbres. Ce pas des champignons, hein, ce sont des arbres. Ouais, il y en a des bleus, des verts, bon, c'est pas ça. Mais c'est un jeu très drôle, donc si vous avez déjà eu la chance d'y jouer ou si vous retournez à Game Story, essayez d'y jouer avec votre ami ou votre petit copain et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement drôle. C'est un jeu qu'on met très souvent sur les expositions ouvertes au grand public. Il faut savoir que Game Story, pour nous, l'association Sympa.com, la 93e exposition grand public sur l'histoire des jeux vidéo, et on met souvent Duel parce qu'en fait, il rencontre un très grand succès, les gens adorent. Voici un autre clone. Donc, je le donne dans le mille, c'est un clone de... Voilà. Donc, bien évidemment, Pac-Man était un jeu qui avait rencontré un immense succès. On va le voir juste après, d'ailleurs, au Japon. Donc, c'est un jeu qu'il fallait acheter sous licence. Et Philips n'avait pas voulu acheter la licence, donc ils ont produit en clone. Mais bon, faut pas se leurrer, on voit très bien que c'est un clone de Pac-Man, quoi. Voici d'ailleurs le fameux Pac-Man de Namco. Donc, en fait, en 1980, lorsque sort Pac-Man au Japon, Namco est un éditeur japonais qui va devenir très très célèbre. En fait, avant Pac-Man, on peut dire que les jeux vidéo, notamment avec Space Invaders et tout ça, c'était quand même massivement des vaisseaux spatiaux ou des voitures ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, des choses inertes, des objets, voilà, qui se baladaient dans des univers qui évoquaient pas grand-chose pour les non-addicts de science-fiction, des choses comme ça. Et donc, il va sans dire que tous les gens qui ne connaissaient pas le jeu vidéo et potentiellement le public féminin, n'était pas réellement intéressé aux jeux vidéo. Mais lorsque sort Pac-Man, en fait, se passe exactement le contraire. Pac-Man, c'est quoi? Pac-Man, c'est une espèce de camembert jaune, une espèce de peluche, en fait, dont l'activité principale est de bouffer, de manger des packs de gomme, qui est poursuivi par des fantômes. Et qu'est-ce que c'est que sont les fantômes? Ce sont nos plus grands ennemis dans nos cauchemars quand nous sommes enfants. Donc en fait, Pac-Man est le premier avatar
réellement sympathique de l'histoire des jeux vidéo, et va devenir d'ailleurs à ce propos la première mascotte des jeux vidéo, et va bien sûr le rester. Et qui plus est, comme on l'a signalé dans Game Story, c'est également le premier jeu vidéo dans lequel il y a une réelle intelligence artificielle, dans lequel les fantômes se lancent à votre poursuite et s'adaptent à votre manière de jouer. Jusqu'avant Pac-Man, ça n'existait pas, on appelait ça des patterns dans les jeux vidéo, à savoir que les vaisseaux spatiaux qui vont courser dans l'espace, ils faisaient en gros tout le temps la même chose. Avec Pac-Man, réellement, le jeu vidéo devenait entre guillemets intelligent, en tout cas les méchants devenaient intelligents. Donc voici une capture de l'écran de la borne d'arcade de Pac-Man, vous la connaissez certainement. Il est également jouable dans Game Story, mais évidemment il était absolument impossible de ne pas présenter Pac-Man jouable dans l'exposition. Nous voici en train de manger nos petits fantômes. Le célèbre jingle. 1982, une console assez, pour le moins, originale, donc c'est la Vectrex de MB, donc elle a été également présentée à Game Story. En fait, cette console est totalement un ovni par rapport à l'histoire des jeux vidéo, parce que c'est la seule console de jeu familiale à présenter un affichage non pas dit bitmap, c'est-à-dire que les constructeurs utilisaient, comme dans le cas de la taille de V7 2600 ou la ColecoVision qu'on va voir, ou diverses machines, un affichage dit bitmap où en fait on dessine l'image pixel par pixel. Voilà. La Vectrex n'affiche pas de pixels, elle est simplement capable d'afficher des traits ou des points lumineux. Un petit peu vraiment, enfin, un petit peu finalement comme les écrans qu'on s'appelle des contrôleurs aériens dans les années 70. Donc c'est vraiment une technologie certes ancienne, mais qui en fait a l'immense avantage de pouvoir proposer des effets graphiques innovants à l'époque, que sont notamment les zooms et des effets en simili 3D. C'est la première fois qu'on allait voir figurer la notion de profondeur dans un jeu vidéo, et cela grâce aux possibilités graphiques de la Vectrex. Je l'ai noté également ici, ça sera pas à présenter parce que c'est difficile à figurer, mais c'est également la première console de jeu à posséder des lunettes 3D. Vous savez que les lunettes 3D, on en parle beaucoup depuis 1 ou 2 ans, puisque tous les constructeurs de télévision essaient de nous en vendre sous toutes les couleurs. Et bien voilà, dès 1982, il y avait déjà des lunettes 3D qui permettaient de jouer en 3D sur sa console de jeu. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement réinventé la 3D depuis. Donc voici Mindstorm qui est donc jouable dans Game Story également. Donc Mindstorm, c'est un clone en fait de Asteroid. Asteroid qui est un jeu d'arcade à la base, qui a été adapté sur la Atari VCS 2600, dans lequel vous avez un petit vaisseau, un petit peu comme Computer Space ou plutôt Space War, qui va détruire en fait des astéroïdes qui gravitent autour de lui pour marquer du score. Voilà. Donc voici en fait le méchant de Mindstorm, et vous voyez qu'il se réduit jusqu'à un petit point, et donc ce genre d'effet graphique était absolument impossible à générer sur une console concurrente à la console Vectrex, en tout cas avec un affichage typique. Donc si vous ne connaissez pas cette console, sachez que, voilà, comme je l'ai dit, elle est jouable dans Game Story. Finalement, les effets graphiques sont tellement hallucinants, parce que finalement c'est une technologie qui n'a jamais été réemployée depuis, qu'elle possède réellement cet intérêt. Donc je vous engage à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Un autre jeu présenté sur la Vectrex qui va justement figurer un petit peu les jeux comme les jeux de Star Wars qui vont arriver notamment sur la console GameCube, etc. C'est Star Hawk sur la Vectrex, et qui va utiliser encore une fois les capacités 3D, entre guillemets, vraiment avec des guillemets, de la Vectrex pour regarder, vous donner l'impression qu'on avance réellement dans l'étoile noire de la mort de Star Wars. Voilà. 1982, la CBS ColecoVision, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les constructeurs de consoles de jeux finalement regardent ce que fait bien sûr la concurrence et essaient d'utiliser les meilleurs composants graphiques, notamment lorsqu'ils veulent concevoir une machine. Et d'ailleurs, comme la publicité comparative est admise aux États-Unis, les spots publicitaires de l'époque, hein, je vous engage à aller les voir sur YouTube, sont vraiment à se tordre de rire, parce que vous avez un présentateur qui va vous expliquer graphiquement de A à Z qu'un jeu sur Atari 2600 est nettement inférieur au même jeu sur la ColecoVision ou la télévision. Et c'est quelque chose qui n'a été permis en France que finalement que très récemment. Bon, c'est intéressant. Et donc lorsque naît la ColecoVision, encore une fois, donc, elle utilise les composants graphiques les plus performants de l'époque. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que donc sort un jeu qui s'appelle l'anglais Schtroumpf sur la ColecoVision, et à ce moment-là, dans la presse non spécialisée, surgit donc un article, on a mis d'ailleurs un magazine dans Game Story, surgit un article en disant « Ça y est,
le jeu vidéo est capable d'afficher des graphismes suffisants pour qu'on puisse voir figurer finalement quelque chose issu notamment du monde de la bande dessinée ou du dessin animé ou du cinéma. Voilà. C'est la première fois que ça apparaissait dans l'histoire des jeux vidéo, et la ColecoVision était, en tout cas à l'époque, la seule capable de rendre des graphismes suffisamment figuratifs pour se dire, oui, entre une page de bande dessinée ou ce que l'on a sur l'écran, c'est effectivement, ou à très peu de choses, la même chose. Donc les Schtroumpfs de Coleco en 1982, donc il est également jouable dans Game Story, et effectivement, lorsqu'apparaît l'écran de jeu, à moins de jouer réellement d'une très mauvaise foi, on peut se dire qu'effectivement on reconnaît bien un Schtroumpf, on reconnaît bien sa maison, on reconnaît bien la forêt qui est derrière, et si on avance dans les tableaux, on verra qu'on reconnaît bien également la maison de Gargamel. Donc ce qui était intéressant, voilà, c'était de signaler ça, c'était que soudainement on allait voir cet article dans la presse généraliste disant que les jeux vidéo étaient devenus assez performants pour qu'on puisse adapter des contenus issus d'autres médias, notamment la bande dessinée. Ouais, j'aime bien beaucoup cette vidéo parce que, vous savez, le jeu vidéo, c'est d'abord expérimenter les règles qui régissent un jeu vidéo. Donc vous voyez ici le joueur qui finalement a avancé simplement avec sa manette en la mettant à droite, et il est allé à la rencontre de la barrière et il est mort. Il se dit, mais pourquoi un monde aussi cruel? Donc il est en train d'expérimenter le fait de pouvoir sauter. Je ne sais pas s'il y arrive d'ailleurs la première fois. Ouais, là, il est laissé. Hein. Et bravo. Une autre adaptation de borne d'arcade qui remporte un très grand succès mondialement, donc c'est Donkey Kong de Nintendo. Et donc effectivement, l'adaptation sur la ColecoVision est une adaptation très très propre du fait des capacités graphiques supérieures de la machine. Eh bien, vous avez une adaptation très très fidèle. Et donc ce jeu vidéo, Donkey Kong, restera très très connu, restera un des jeux les plus vendus sur la ColecoVision. Donc Donkey Kong, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est la première fois qu'on voit apparaître en fait le personnage de Mario, qui à l'époque s'appelait Jumpman, et qui ne sera renommé Mario qu'un petit peu plus tard, lorsque sortira bien sûr Mario Bros ou Super Mario Bros. 1983 se passe un phénomène auquel finalement personne ne s'attendait, parce que depuis ce que l'on a vu avec la naissance de Pong, de la borne Atari Pong, etc., eh bien, on peut se dire que le jeu vidéo avait vraiment le vent en poupe, et que les premières sociétés de jeux vidéo comme Atari, finalement, avaient pu le commercialiser très rapidement, des dizaines, des centaines, des dizaines, voire des millions de consoles de jeux partout à travers le monde, et avaient ramassé énormément d'argent. Et puis soudainement, en 83, tout ça, ou presque, s'écroule. Et en fait, pourquoi? Donc ça, c'est un nouveau slide que je suis en train d'expérimenter. On va le voir derrière. Donc effectivement, très significatif, c'est une flèche que j'ai récupérée. Donc j'ai mis juste ce fond derrière pour signaler que, en fait, ce qui se passe en 83, c'est que l'Atari VCS 2600 est porté par le succès de ses jeux. Notamment, on a vu Pole Position, Pac-Man, etc. Et en fait, voyant bien sûr que le jeu vidéo familial a du succès, d'innombrables éditeurs se lancent sur le marché et vont lancer chacun d'innombrables jeux. Et en fait, vous faites une multiplication et on arrive immédiatement sur le marché à une espèce de saturation où en 83, il existait déjà entre 2000 et 3000 jeux aux États-Unis sur l'Atari VCS 2600. Et si je vous dis que 95% de ces jeux sont vraiment nuls, mais nuls, c'est parce qu'en fait, à l'époque, comme le marché était encore émergent, il n'y avait pas de notion de qualité de jeu. C'est-à-dire que le constructeur Atari donnait la possibilité à n'importe qui d'éditer des jeux sur sa console de jeu. Lui, il touchait une royalty sur la vente du jeu, et puis si ça ne marchait pas, tant pis, il allait faire du chiffre avec quelqu'un d'autre. Mais le problème de tout cela, c'est que tout le monde, donc d'innombrables éditeurs, comme je le disais, se sont lancés et ont fait des jeux absolument nullissimes. Et en 83, voyant que les gens finalement avaient l'impression qu'on les prenait pour des pigeons, puisqu'ils allaient acheter finalement à peu près tout ou n'importe quoi, des jeux qui avaient des fois des durées de vie de 5 ou 10 minutes, alors que le jeu coûtait déjà à l'époque l'équivalent de 60 ou 70 €, hein, c'était le même prix déjà à l'époque, eh bien les gens vont commencer totalement à délaisser le jeu vidéo et pour essayer de passer à autre chose. Et en fait, ce phénomène est très très bien mis en valeur par le jeu E.T. En fait, E.T., le film donc de Steven Spielberg, sort en mai 82, si je ne dis pas de bêtises, et donc remporte un succès absolument planétaire. Et bien évidemment, Atari, voyant le succès du film, s'est dit « Bingo, on va acheter la licence, on va faire un jeu E.T. et on va s'en mettre plein les poches ». Donc ils achètent effectivement 20 millions de dollars, je crois, la licence de E.T. auprès de Spielberg. Et finalement, avant les fêtes de Noël,
il ne leur reste plus que 6 semaines pour créer le jeu. 6 semaines, c'est rien du tout. Ils prennent un ingénieur et il leur dit bah, écoute, t'as pas le choix, t'as 6 semaines, tu dois faire un jeu E.T. l'extraterrestre sur Atari VCS 2600. Donc l'ingénieur s'exécute, sort le jeu. À Noël 82, donc les gens s'arrachent le jeu E.T. l'extraterrestre sur Atari 2600. Et se passe un phénomène absolument hallucinant dans l'histoire des jeux vidéo, c'est que les gens ramènent quasi systématiquement le jeu au magasin auquel ils ont acheté le jeu vidéo, en prétextant que le jeu vidéo ne marche pas. En fait, le jeu vidéo E.T. est tellement nul qu'il est incompréhensible. Si vous voulez l'expérimenter un jour en utilisant un émulateur, etc., je vous défie de trouver le but de ce jeu et de savoir comment on y joue. C'est incroyable. Et donc, voilà, les gens ramènent les cartouches de jeux neuves, E.T., en magasin, en prétextant que le jeu ne fonctionne pas pour se faire rembourser. Et donc, ce qui se passe, c'est que Atari se retrouve immédiatement, ou très rapidement, avec plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de cartouches neuves entre les bras et qui ne peuvent pas vendre parce que personne n'en veut. Et donc, se passe un phénomène vraiment intéressant, c'est que plutôt que de stocker tout cela, ou de le détruire même simplement, eh bien, Atari va en fait enfouir dans le désert du Nouveau-Mexique des centaines de milliers de cartouches d'E.T. l'extraterrestre. Et je vous ai sorti donc un clip très intéressant, il dure 2 minutes 34, mais la musique est relativement agréable, mais c'est surtout l'expérience derrière, vous allez voir pendant le clip, qui finalement explique tout ce que je viens de vous dire. Donc le clip s'appelle, la chanson s'appelle When I Wake Up, j'aimerais avoir du son. Voilà. Du coup, Wintergreen, elle est sortie en 2006. Je peux vous dire que avant 2006, quasiment personne n'avait entendu parler de Wintergreen. Quand ils ont sorti ce clip-là, ça a été un succès phénoménal. Voilà. Donc on voit nos compères en train d'essayer de jouer à E.T. l'extraterrestre, et puis ils se disent bon, d'ailleurs dans le clip on voit très bien ce qui est expliqué. Bon, je ne sais pas si c'est la peine d'expliquer ou de traduire, hein, voilà, c'est vraiment un jeu nul. 5 millions de cartouches. Voilà, donc il faut savoir, je suis allé à la recherche de forums ou d'informations sur Internet parce que lorsque le clip est sorti en 2006, tout le monde s'est mis dans la communauté des collectionneurs ou des fans de jeux vidéo, de l'histoire. C'est génial ce qu'ils ont fait, ils sont allés redécouvrir des cassettes, des cartouches E.T. Enfouies dans le désert. Bon, en fait, il se trouve que d'après Atari en tout cas, normalement les cartouches ont été réduites en miettes et coulées dans le béton. Donc ce que l'on va voir ici, finalement, personne ne sait vraiment si c'est réellement la vérité. Il faudrait demander carrément au directeur artistique qui a créé le clip pour voir s'ils ont réellement trouvé des cartouches de jeux E.T. Ils vont quand même, vous allez le voir, en sortir plusieurs centaines, donc ça fait quand même beaucoup. Mais on ne sait pas réellement si c'est la vérité. Voici le trésor enfoui. Et voilà. Voilà, c'était une anecdote assez intéressante. Par rapport donc, pour revenir à ce fameux crash des jeux vidéo, donc j'espère que vous avez compris la cause, hein, finalement, à vendre tout n'importe quoi au public, le public s'est lassé en disant vous nous prenez pour qui, donc on arrête d'acheter des consoles de jeux, on arrête d'acheter des jeux vidéo en cartouche, et on se tourne vers on a quand même envie de jouer à des jeux vidéo, et il se trouve que la micro-informatique, elle, avait commencé à démarrer en flèche dès 1977 et remporté un grand succès. Et si on revient, si vous vous rappelez l'image, encore une fois, de l'Apple II avec ses 2 lecteurs de disquettes, qu'est-ce que ça signifie 2 lecteurs de disquettes? Ça veut dire que vous pouvez prendre un original du jeu que vous achetez dans le commerce, le mettre dans le premier lecteur, vous prenez une disquette vierge, vous le mettez dans le deuxième lecteur, et qu'est-ce que vous faites? Vous en faites une copie. Et oui, le piratage allait démarrer en trombe. Et bien évidemment,
par rapport à des gens qui se sont sentis réellement floués par rapport à l'industrie du jeu vidéo à l'époque, lorsqu'on leur explique que grâce à la micro-informatique, ils vont pouvoir pirater pour zéro des jeux vidéo, et si ça leur plaît pas, ils pourront effacer le média, eh bien, c'est bingo, les gens vont massivement vers la micro-informatique. Et donc, les années 82 à 86, 87 sont réellement l'âge d'or de la micro-informatique familiale, et donc on va voir naître d'abord des micro-ordinateurs, bien sûr 8 bits, comme le Commodore C64, utilisant grosso modo les mêmes composants électroniques que les consoles de jeu, et après vous allez voir bien sûr des micro-ordinateurs de catégorie 16 bits. Donc le Commodore C64, c'est un micro-ordinateur qui va remporter un très très grand succès dans le monde. On a vu que l'Atari VCS 2600 s'était vendu jusqu'à 25 millions d'unités dans le monde, partout dans le monde, et le Commodore C64 c'est quasiment la même chose, il en est vendu 20 millions absolument partout dans le monde. Et lorsque je dis 20 millions, ça fait quand même beaucoup pour l'époque, puisque la micro-informatique démarrait, il n'était pas encore évident que à peu près tout le monde allait pianoter un jour sur un ordinateur, et ça signifie également que, quelque part, le Commodore C64 aurait très bien pu être l'ordinateur que vous utiliseriez encore de nos jours s'il n'avait pas été supplanté par d'autres machines comme l'IBM PC ou le Macintosh, etc. Ça aurait pu devenir un grand standard de la micro-informatique domestique. Donc sur le C64, on voit des jeux vidéo... oui, c'est Bruce Lee. Voilà. Des très bons jeux de plateforme. Alors ici, Bruce Lee qui se vantait à l'époque d'être un jeu qui affichait, je crois que c'était 124 niveaux différents, c'était énorme. Juste, notamment dû au fait des capacités des lecteurs de disquettes qui pouvaient engranger de très nombreux niveaux différents. La chose qui n'était pas aisée sur les cartouches de jeu, qui était limitée à quelques kilooctets. Sur une disquette C64, vous pouvez y mettre jusqu'à 160 kilooctets. Un autre jeu très intéressant du Commodore 64, c'est Harpon. Donc Harpon, c'est un mélange très intéressant, et encore une fois, si j'étais un éditeur de jeux sur smartphone, je sortirais un jeu comme Harpon immédiatement. C'est un jeu qui mélange en fait, vous allez voir, un échiquier façon jeu d'échecs, et également des jeux d'arcade, un univers également porté de l'heroic fantasy, avec des dragons, avec des bestioles mythologiques, des fantômes, etc., des golems, blablabla. Et donc vous allez déplacer vos pièces à la manière d'un échiquier. Donc certaines pièces peuvent se déplacer que transversalement, horizontalement, verticalement, blablabla. Enfin, je ne vais pas refaire toutes les règles d'un jeu d'échecs. Mais le grand intérêt d'Harpon, c'est que vous allez voir, lorsque les pièces vont se rencontrer, vous passez immédiatement sous la forme d'un jeu d'arcade, un espèce de shoot 'em up extrêmement violent. Et ça, vraiment, c'est que du bonheur. Voici les deux pièces qui vont se battre, ça va aller très vite. Voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très intéressant parce qu'il mêle tout cet aspect stratégie avec des notions d'univers liées à l'heroic fantasy, avec la reine, le mage, etc. Enfin c'est quelque part c'est Donjons et Dragons, quoi. Et avec du shoot 'em up, vous devez attraper votre manette, vous avez une barre de vie et puis c'est au meilleur gamme, quoi. C'est vraiment excellentissime. Un autre micro-ordinateur qui a vraiment cartonné, notamment en Europe, donc un micro-ordinateur qui s'est très très bien vendu, c'est l'Amstrad CPC. En fait, l'Amstrad c'est à l'époque un constructeur de matériel audiovisuel, et Amstrad, voyant donc le succès que commence à remporter la micro-informatique, se disent, nous aussi on va en profiter, on va mettre sur le marché un micro-ordinateur qui va en fait qui va avoir pour lui en fait d'être vendu finalement avec un excellent rapport qualité-prix. Le problème d'un micro-ordinateur dans les années 80, comme on l'a vu avec l'Apple II, puis avec le Commodore C64, c'est que si vous achetez la machine, déjà ça vous coûtait à l'époque plusieurs milliers de francs, et si vous vouliez ajouter un moniteur informatique, chose qui était quasi indispensable, parce que sinon vous utilisiez la télévision familiale, et donc lorsque votre père vient vous voir parce qu'il y a un match de foot, vous êtes obligé de débrancher votre ordinateur, et la fin de votre niveau, vous le verrez plus tard. Donc c'est un petit peu embêtant. Et qui plus est, lorsque vous étiez obligé d'acheter un lecteur de disquette, parce que c'était la réelle seule unité de mémoire de masse intéressante qui permettait, en tout cas facilement, de sauvegarder des données, eh bien ça vous coûtait de nouveau quasiment le même prix que le micro-ordinateur seul. Donc c'est-à-dire qu'une construction, enfin un Commodore 64 complet à l'époque coûtait à peu près 10 000 francs. C'était une somme vraiment très importante. Amstrad donc avait bien compris le problème, et lorsqu'ils sortent notamment l'Amstrad CPC 464 en 1984, lorsque l'Amstrad sort, le CPC 464, il sort immédiatement finalement à un prix
quasiment identique au micro-ordinateur d'un concurrent seul, sauf que pour les 44 000 francs, vous aviez déjà un lecteur de cassette intégré et surtout un moniteur dédié. Et ça, c'est génial. À l'époque, c'est porteur de son succès puisque les gens ne sont plus dépendants de la télévision familiale, ils vont pouvoir être autonomes. Et quelque part, c'est un terme qui sera utilisé de nombreuses années plus tard dans l'informatique, ou peut-être même maintenant, vous connaissez peut-être le terme, l'anglicisme plug and play. Eh bien, l'Amstrad CPC, c'était le premier micro-ordinateur plug and play, puisque lorsque vous ouvriez la boîte à l'époque, vous aviez tout, juste un fil, et c'est tout, c'était parti. Vous étiez autonome. Donc l'Amstrad marche très très bien. Il y avait une publicité de l'époque que j'aurais pu mettre derrière dans la conférence, qui était vraiment très évocatrice du succès. C'est que dans cette publicité, on voit donc un jeune homme dans une classe, un adolescent, excusez-moi, un adolescent dans une classe, et puis il y a un copain à lui qui se retourne et dit est-ce que tu as un micro-ordinateur, toi, chez toi? Et ce garçon répond bah oui, j'ai un Amstrad CPC comme tout le monde. Et c'était vrai, dans les classes de l'époque, quasiment tout le monde, ou 3/4 des élèves à l'époque, avaient un Amstrad CPC. Et c'est dire que par rapport au problème de piratage, les copies sur Amstrad CPC, c'était vraiment une institution. C'était phénoménal. On s'échangeait des dizaines de disquettes à la cour de récré pour essayer le dernier jeu à la mode, le copier entre copains, etc. etc. Donc des jeux sur Amstrad CPC. Donc voici un jeu qui a très très bien marché, qui s'appelle donc Barbarian. On a mis d'ailleurs le jeu Barbarian 2, la suite, évidemment jouable dans Game Story. Et qu'est-ce que c'est que Barbarian? Pour tous ceux qui connaissent les jeux comme Tekken, Soul Calibur, etc., vous connaissez certainement. Barbarian, c'est quoi? C'est l'ancêtre de ces jeux-là. Vous avez vos deux combattants, vous avez même des combos disponibles pour trancher la tête, décapiter l'adversaire. Et c'était le combat à mort avec la vie au-dessus, etc., etc. Voilà, voici le vénérable ancêtre de tous ces jeux qui continuent bien sûr de cartonner de nos jours. Grisor, donc c'est une adaptation de bande d'arcade du jeu Contra par Konami. Donc c'est un jeu qui était très bien adapté sur CPC, d'où sa présence ici, qui représente bien tous les petits jeux micro auxquels ça donnait les utilisateurs de micro-ordinateurs à l'époque. Et donc c'est un jeu qui a été copié monstrueusement dans les cours de récré, comme je l'avais expliqué. Et puis bien évidemment, comme les constructeurs de micro-informatique vendent donc plusieurs micro-ordinateurs différents, là j'en ai présenté quelques-uns, mais il faut savoir que dans les années 80, on peut estimer qu'il y en a eu plusieurs centaines de différents, entre les Sinclair, les Auric, etc. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Ils sont innombrables, et certains d'entre eux, d'ailleurs, n'ont vécu que 6 mois. C'est-à-dire qu'entre le temps où il apparaît dans une boutique et le temps où la boutique le retire et on n'entend plus du tout parler, certaines machines ne vivront que 6 mois. C'est monstrueux. Et donc, bien évidemment, voulant toujours exploiter finalement les composants les derniers cris les plus performants, les constructeurs de micro-ordinateurs qui sont dans le vent, notamment Atari, avec un ordinateur 8 bits comme l'Atari 800 XL, etc., eh bien, vont vouloir utiliser ces microprocesseurs plus performants, et la prochaine génération de composants électroniques qui va sortir sont bien sûr des composants de la catégorie 16 bits. C'est-à-dire, en gros, ils vont entre 2 et 4 fois plus vite que la génération des 8 bits. Et lorsqu'ils sortent, lorsque ces composants sortent sur le marché, eh bien, des constructeurs vont immédiatement s'accaparer ces composants. On peut très notablement citer Apple, qui va sortir le premier Macintosh en 1984 et qui utilisera un microprocesseur 7 bits qui est donc le Motorola 68000, qui permettra donc d'avoir un ordinateur très performant, notamment sur le point de vue graphique, et donc le Macintosh remportera un très vif succès du fait qu'il présentera pour la première fois au public les notions à la fois de souris et également de bureaugraphie dans lequel vous déplacez vos dossiers, exactement comme vous le faites certainement sur votre ordinateur récent. Et puis, donc, voyant le succès de l'Apple Macintosh, que je n'ai pas présenté ici parce que c'est une conférence sur le jeu vidéo et non pas réellement l'informatique, eh bien, Atari va vouloir copier le Macintosh, mais bien sûr en le rendant accessible à tout public, et donc lance l'Atari 520 ST en 1985, donc tout d'abord à 10 000 francs, donc 10 000 francs ça paraît beaucoup, mais il faut bien voir qu'un Macintosh à l'époque coûte à peu près 3 fois plus. Voilà. Donc l'Atari ST sort dans le commerce en 1985. Il utilise donc le fameux microprocesseur 16 bits 68000 qui est très performant à l'époque. Et surtout, Atari, le fer de lance de l'Atari ST, c'est que lorsqu'il lance l'Atari ST, il sort avec une mémoire très très importante à l'époque, 512 kilooctets. Ça peut paraître absolument dérisoire de nos jours. Il faut voir qu'à l'époque, c'était l'équivalent d'avoir maintenant un ordinateur personnel avec à peu près peut-être 8 gigaoctets de mémoire vive. Donc c'était beaucoup, c'était réellement beaucoup.
Et je puis même dire qu'à l'époque, lorsque les premiers utilisateurs d'Atari ST reçoivent cette machine, j'en faisais partie, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec 512 kilos? C'est immense. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les créateurs de jeux vidéo, ils ont exploité à outrance ces 512 kilos pour créer des jeux vidéo qui allaient être beaucoup plus riches en contenu que tout ce que nous avions connu auparavant.